Dans les temps forts du Grand Direct cette semaine, le malaise des psychologues qui manifestaient jeudi dans toute la France et notamment à Nice pour dénoncer un manque de considération de leur profession alors que la crise sanitaire et la tempête Alex ont été source de davantage de problèmes psychologiques. Marie Giusto. Les psychologues en colère, comme partout en France aujourd'hui, ils se sont rassemblés à Nice devant l'hôpital Larcher. Ils estiment leur profession menacée. Dans leur viseur, l'arrêté du 10 mars 2021. Dénigre totalement notre autonomie, qui dénigre aussi le droit à vivre décemment de notre travail, puisqu'actuellement on veut nous rembourser des consultations par la sécurité sociale. Donc ça, sur le principe, on est très content, bien sûr, pour nos collègues qui travaillent en cabinet. Sauf qu'en fait, nos collègues ne peuvent pas pratiquer de dépassement d'honoraires dans ce cadre-là, ce qui est une aberration. Un arrêté qui met à mal, selon eux, le bon fonctionnement de leur pratique, notamment sur le temps des séances. Ils veulent limiter les temps de séance à 30 minutes, c'est-à-dire interdiction de dépasser 30 minutes. C'est juste pas possible 30 minutes. Tous ceux qui ont été suivis par un psychologue dans leur vie vont tout de suite comprendre que 30 minutes, c'est juste assez pour venir, commencer à se détendre un petit peu, pouvoir parler, et ça y est, c'est terminé. Les psychothérapies aujourd'hui, c'est au minimum 45 minutes. La plupart du temps, c'est 1 heure, et avec certaines techniques, c'est 1h30. Ces derniers mois, les psychologues ont vu de nouveaux patients arriver dans leur cabinet. La crise sanitaire, l'attaque terroriste de Notre-Dame ou plus récemment la tempête Alex ont entraîné un bond des problèmes psychologiques. Les psychologues, elles ont été aussi au premier front. Il faut savoir qu'on a subi les attentats, elles étaient là, ils étaient là. Il faut savoir qu'on a subi la pandémie de plein fouet, des familles endeuillées, des familles atteintes de maladies, des patients très lourds. Donc les psychologues ont joué tout leur rôle et aujourd'hui, il n'y a pas de remerciement. Une autre revendication est au cœur de la manifestation, le chèque psy, instauré en janvier 2021. Il permet aux étudiants en détresse, nombreux avec l'interruption des cours cette année, de consulter gratuitement un psychologue. Dans ce contexte, ils ne se sentent pas considérés à leur juste valeur. D'un premier abord, je me suis dit tiens, je vais le faire. Clairement, on savait très bien qu'on allait perdre de l'argent avec leur histoire, parce que là aussi, pas de dépassement d'honoraires. Mais on s'est dit tiens, pour aider les étudiants, on veut bien s'inscrire. Mais c'est une machine à gaz, c'est n'importe quoi. Combien d'étudiants sont réellement voir les psychologues? Il y a des chiffres qui sont affichés, je ne me souviens plus exactement, vous pouvez aller voir, mais il y a des chiffres qui sont affichés, qui ont l'air très gros comme ça, mais au niveau national, mais c'est ridicule. C'est totalement ridicule, ça montre bien que ça ne fonctionne pas. Les étudiants n'y vont pas parce que c'est trop compliqué. Les principaux syndicats et les psychologues promettent de ne rien lâcher, eux qui se qualifient comme les oubliés du Ségur de la santé. Ils manifesteront de nouveau le 15 juin prochain auprès des autres professionnels de santé. Faut-il craindre une recrudescence des accidents de la route? Après une baisse inédite de la mortalité pendant la crise sanitaire, le trafic routier a repris et avec lui, la triste succession de drames de la route. Le Var notamment a connu plusieurs accidents mortels ces dernières semaines. Marion Colangelo. Depuis plus d'1 an, la vie de Tom a basculé. En janvier 2020, à bord de sa moto, le jeune homme de 24 ans est victime d'un grave accident de la route. Un camion de chantier qui a grillé un feu rouge et qui est venu me percuter donc du coup sur le côté de la moto, au niveau de la roue avant. Et moi j'ai tapé son pare-brise, son capot, et j'ai roulé à peu près sur 8 mètres. J'ai été admis à l'hôpital de Brignoles dans un premier temps. Et ensuite j'ai été héliporté sur la Chia Sainte-Anne à Toulon, où j'ai séjourné là-bas pendant un peu plus de 14 jours, dont 3 jours en soins intensifs, si je ne dis pas de bêtises. Un accident aux lourdes conséquences, plusieurs fractures ouvertes et quelques hémorragies internes. Le jeune pompier volontaire craint de ne jamais retrouver le poste qu'il avait avant l'accident. On a dû me recoudre le bout de l'annulaire. J'ai un doigt qui restera déformé à vie. Et la séquelle la plus handicapante, c'est que voilà, aujourd'hui, je ne peux plus avoir l'extension complète de mon bras. Et je garde encore pas mal de cicatrices que je garderai à vie. Et ça sera ancré, quoi. Le cas de Tom n'est pas un cas isolé. Chaque jour, la route fait de nombreuses victimes. Si ce nombre a fortement diminué durant les confinements successifs, les associations craignent aujourd'hui un rebond. Pour le déconfinement, forcément, il va peut-être y avoir des gens qui ne serait-ce, ils vont se dire, tiens, je veux profiter de la vie, donc je fais un peu ce que je veux, mais le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul sur la route. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser les gens. Il ne s'agit pas non plus de leur donner des leçons, d'infantiliser tout le monde. Il s'agit seulement d'appeler à la responsabilité de chacun, tout simplement. Parce qu'en 1 millième de seconde, la vie peut basculer totalement. En 2020, les accidents de la route ont fait 11 morts au mois de juillet dans le Var.
L'épreuve du bac de philo approche, c'est jeudi prochain et la pression monte, mais sûrement moins que les années précédentes. Cette année encore, c'est un baccalauréat chamboulé par la crise sanitaire. Seules 2 épreuves en présentiel sont maintenues, la philo et le grand oral. Et encore pour la philo sera conservée la meilleure note entre le contrôle continu et l'épreuve finale. Dans quel état d'esprit les élèves de terminale abordent-ils ce bac si particulier? Réponse avec Claudia Olivier qui a rencontré une élève de Drappe tout près de Nice. Du coup, Carla, tu l'avais lu, toi le livre de Sartre, L'existentialisme est un humanisme. Préparer des fiches de lecture, réviser entre copines. À une semaine de la première épreuve du baccalauréat, celle de philosophie, Julia, en classe de terminale, travaille d'arrache-pied. Pourtant, pas de pression. Grâce au contrôle continu, tout est déjà joué pour elle. Ça reste une épreuve et un examen, donc on est forcément stressé. Enfin, en tout cas, moi, je suis quand même stressée, parce que même je suis une personne plutôt stressée. Mais ce qui est rassurant, c'est quand même de se dire que la meilleure des notes entre le contrôle continu et l'épreuve sera prise. Donc comme j'ai eu des bonnes notes tout au long de l'année, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Conséquence de la crise sanitaire, les terminales préparent seulement 2 épreuves en présentiel. Celle de philosophie est pour la première fois le grand oral. Des épreuves allégées car cette année a encore été perturbée avec beaucoup de cours à distance. Nous, notre professeur, elle a fait des visios, les cours, les jours où on n'avait pas cours. Et du coup, ça nous a quand même vachement aidé. Après, forcément, on n'a pas fait autant que si on avait eu cours tout le temps, toute l'année, tous les cours. Mais quand même, je pense qu'on a bien été préparés, surtout qu'il y a plus de sujets que les autres années. Malgré des épreuves en présentiel peu nombreuses, les principaux syndicats lycéens réclamaient un bac 2021 100% en contrôle continu, mais en même temps, ils redoutent un bac au rabais. Nous sommes la première génération à être en plein courant de la réforme Blanquer. Donc on va être un peu les cobayes de 2 situations. Donc il y a énormément d'angoisse, plus le décrochage massif qu'il y a pu y avoir, plus les inégalités déjà présentes. On craint vraiment un bac au rabais et surtout on souffre vraiment de ce manque d'accompagnement. L'autre nouveauté de la réforme du bac, c'est l'épreuve du grand oral qui débutera le 21 juin. Épreuve qui interrogera les 21 000 élèves de terminale de l'Académie de Nice sur l'une de leurs spécialités. Il y a désormais une école d'apnée à Villefranche-sur-Mer. C'était déjà depuis longtemps un haut lieu de la plongée sous-marine. Et bien à présent, une école a ouvert ses portes, et pas n'importe laquelle. Elle a été lancée par Guillaume Néry, double champion du monde d'apnée. Le message principal, c'est que oui, tout le monde, absolument tout le monde, peut venir et essayer et découvrir les sensations extraordinaires de la plongée en apnée. Tous les âges. Alors on commence à partir de 14 ans, parce que quand on est plus jeune, c'est pas vraiment de l'apnée qu'on peut pratiquer, mais c'est plutôt de la balade et de la randonnée palmée. Mais on va dire de 14 ans à aucune limite d'âge. Que l'on soit sportif, pas sportif, qu'on ait une bonne hygiène de vie, qu'on n'ait pas une bonne hygiène de vie, l'apnée est accessible à absolument tout le monde. Et comme je le disais tout à l'heure en préambule, la promesse, c'est pas de faire des champions d'absolument tous les pratiquants. L'idée, c'est de dire la magie de la sensation de la plongée en apnée, elle est accessible à tout le monde parce qu'elle se trouve juste là, à quelques centimètres sous la surface. Alors justement, vous parlez beaucoup de sensations. Comment vous décririez à quelqu'un qui n'a jamais fait d'apnée quel plaisir on a à en faire? Quelles sont ces sensations justement? Alors la plongée en apnée, c'est la reconnexion avec soi, c'est déjà se retrouver en tête-à-tête avec soi-même dans un grand moment de calme intérieur. L'apnée, c'est à un moment donné calmer l'agitation du mental, calmer l'agitation du corps et se retrouver dans une forme de sérénité. Le milieu aquatique est un milieu qui englobe et dans lequel tous les sens sont bouleversés. On va avoir des lumières qui sont complètement différentes, on va avoir un son qui est différent, on va avoir une vie qui n'est pas celle que l'on voit sur Terre et on est porté par l'eau. On ressent l'apesanteur, on ressent cette absence de gravité, donc on se sent léger. On peut vraiment complètement détendre son corps, détendre son mental. Et n'importe quelle personne qui essaye une séance d'apnée ressort de là en ayant l'impression d'avoir fait un espèce de grand voyage, une grande méditation. Et je pense que dans un monde qui est où tout va de plus en plus vite, où on est extrêmement sollicité, où on est soumis à un stress permanent, avoir ces parenthèses-là,
de liberté, ces parenthèses de calme, ces parenthèses d'apesanteur, ce sont des voyages qui sont extraordinaires et qui marquent en profondeur. Alors vous évoquez la méditation. Est-ce qu'on utilise des techniques de méditation, de yoga pour se préparer aux plongées en apnée? Est-ce que ça va de pair? Alors oui, l'approche que l'on propose, nous, c'est justement une approche un peu transdisciplinaire, c'est-à-dire évidemment le cœur de ce que l'on propose, c'est d'aller dans l'eau et de ressentir le bonheur de l'élément aquatique, mais on a envie d'ouvrir aussi des perspectives sur toutes ces pratiques qui permettent d'être encore mieux dans l'eau, et notamment la méditation, l'initiation au yoga, des choses très simples dans le yoga qui permettent de se recentrer sur son corps, qui permettent de travailler la souplesse, le relâchement, et qui vont amener à être encore mieux dans l'eau. Et l'idée, tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas besoin d'avoir une hygiène de vie incroyable pour être apnéiste. Par contre, quand on devient apnéiste, on a envie d'adopter, on a envie de se rapprocher d'une hygiène de vie plus harmonieuse, plus en adéquation, plus en connexion avec l'eau, avec l'élément et avec soi. Alors, vous l'avez dit, l'idée n'est pas d'entrer dans la performance. On va quand même rappeler un de vos records du monde, 126 mètres en apnée. Pour un débutant qui commence à s'entraîner, après quelques cours, à quelle profondeur raisonnablement on peut espérer plonger avec une condition physique moyenne, on va dire? Il y a pas de, c'est difficile de donner des performances. Ça dépend de chaque personne, j'imagine. Chacun est différent, mais c'est vrai que de notre expérience, de mon expérience d'enseignant, déjà si on doit parler de temps d'apnée, j'ai pu expérimenter ces dernières années que n'importe qui, après quelques conseils de respiration, de relaxation et on va dire une mise en condition aussi psychologique pour enlever tous les a priori, n'importe qui est capable de tenir 2 minutes en apnée statique, c'est-à-dire retenir son souffle le plus longtemps possible. Donc la plupart des gens pensent qu'ils sont limités à 20 ou 30 secondes, qu'ils sont incapables de tenir plus longtemps. Et donc ça, c'est aussi une approche que l'on propose à notre académie, c'est d'enlever finalement toutes les barrières mentales, d'enlever tout ce que l'humain s'est construit comme limitation pour que chacun puisse révéler sa vraie nature aquatique. C'est l'exposition événement Les Rolling Stones au Stade Vélodrome à Marseille. Immersion garantie pour les visiteurs. Philippe Manœuvre, parrain de l'exposition, était notre invité. Oui. Mais oui, absolument. C'est une exposition où il y a beaucoup de sons. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien aller à une exposition et avoir un petit guide dans les oreilles qui leur explique ceci, cela. Là, c'est pas pareil. Vous arrivez et bam, vous avez la musique des Rolling Stones immédiatement qui vous prend en tripes. Quand ils sont dans leur petit taudis, leur petit gourbi au tout début, qu'ils habitent ensemble pour la première fois, ils ont 19 ans, ils apprennent à jouer le blues. On entend les musiques blues qu'ils écoutent dans leur appartement. Quand on arrive au studio olympique, on entend les Sympathy for the Devil. Et il y a même des plaques interactives qui vous permettent de remixer les chansons des Rolling Stones. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre une chanson des Rolling Stones et vous, en jouant avec les curseurs, vous pouvez enlever la guitare, en rajouter, enlever la voix, enfin remonter les chœurs. Donc c'est vraiment, les gens s'amusent, voilà, et c'est un bon moment, plein d'humour, plein d'esprit, plein d'ironie avec les Rolling Stones. Alors vous dites ça parle beaucoup aux baby-boomers, d'ailleurs on l'a vu dans le sujet, pas mal de gens de cette génération, mais du coup c'est aussi peut-être l'occasion d'y emmener les enfants, voire les petits-enfants, pour leur faire découvrir aussi les Rolling Stones. Mais absolument, moi je reviens à Marseille avec mes enfants qui ont 9 ans et 4 ans et je peux vous dire que début août, je serai là à nouveau avec ma petite famille et je vais leur présenter les Rolling Stones comme ils auront jamais vu, quoi. Je me dis c'est un fabuleux moyen de les faire rentrer dans la musique. Moi, mon fils, il adore Painted Black. Il a 9 ans, il chante Painted Black très très bien. Donc, je vais lui dire, bah, tiens, on va aller voir ce groupe dont la musique t'a un peu plu, tu vas voir ce que c'était. Et je pense que, ouais, c'est un truc étonnant. C'est comme un voyage dans le temps, quoi, parce qu'on est face à des vêtements de 1969, 75. C'est des choses qu'on a vues des centaines de fois en photo. Parce qu'à l'époque des Rolling Stones, il n'y avait pas Internet. Et donc, les seules informations, c'était les journaux comme Salut les copains ou Rock et Folk et les pochettes de disques. On regardait comment les Rolling Stones s'habillaient et après, bonne chance pour trouver des bottes en serpent à Chalon-sur-Marne. Alors vous parlez justement de ces objets parce que c'est aussi une vraie performance cette rétrospective. Il y a 400 objets qui ont été rassemblés. Rien que ça, c'est une performance. Oui.
Bah oui, il y a les petits carnets de travail du groupe, et on voit que c'est en fait, on s'est un peu moqué de nous. On nous a vendu la légende des Rolling Stones, les dandys du blues, avec leurs drogues et leurs copines. Et puis en fait, quand on s'approche un peu et qu'on regarde en profondeur, c'est des gros travailleurs. Quand ils sont pas en train d'enregistrer un disque, ils partent en tournée, ils règlent une pochette, ils font une séance photo. Enfin, on a l'impression que pendant ces 59 années de règne des Rolling Stones, ils n'ont jamais arrêté de travailler, de fabriquer des nouvelles scènes absolument démentes. Ça, c'est très touchant. C'est à la fin, dans l'avant-dernière salle, il y a toutes les maquettes des dernières tournées des Rolling Stones. Voodoo Lounge, Bridges to Babylon, toutes celles qui sont passées à Marseille, au stade derrière moi. Les 3 dernières tournées, grosses tournées des Stones, on voit les maquettes qui ont servi à faire le décor, un décor colossal avec une scène de 60 mètres de long sur laquelle Mick Jagger doit courir, monter des escaliers, descendre. Enfin, c'est vraiment c'est fascinant, parce que quand on voit ça, on se dit c'est pas étonnant qu'ils soient les number one. Ils travaillent vraiment beaucoup et ils se préoccupent de leur légende. Après la réouverture des salles de sport cette semaine, vous serez nombreux certainement à reprendre peu à peu une activité physique. Peut-être même faites-vous partie de ceux qui n'ont jamais totalement arrêté. À Nice, un hôtel accueille depuis plusieurs mois déjà des cours de yoga et de pilates. Un reportage tout en souplesse de Sébastien Serrano. Quand tu vas en arrière, ne relâche pas la tête en arrière, d'accord? Garde ton menton comme ça. Voilà. Un cours de pilates dans le patio d'un hôtel du centre-ville de Nice. La scène est devenue habituelle. Depuis plusieurs mois, les professionnels du tourisme s'adaptent aux besoins de leurs clients et le sport en fait partie. Il faut toujours se réinventer. Il faut toujours essayer de trouver des nouveautés pour nos clients et c'est ça qui nous motive. On garde l'essence de notre métier sur le cœur de l'accueil. L'accueil, ça passe aussi par trouver des activités et des choses nouvelles pour nos clients. Des clients qui, pendant cette crise sanitaire, se sont beaucoup tournés vers les activités physiques. 59% des Français disent avoir fait du sport pendant le confinement. Aujourd'hui, ce besoin perdure et les Azuréens comptent bien surfer sur la vague des bonnes résolutions. La crise a eu un impact puisqu'on a pris conscience du bien-être pour le corps et forcément les gens se retournent de plus en plus vers ça. Ils ont souvent découvert ça aussi avec le confinement en vidéo. Et du coup, ils viennent essayer maintenant en présentiel parce que c'est quand même plus agréable. C'est-à-dire qu'on sort d'une période où on a été un peu frustré, on n'a pas eu cette liberté de pratiquer comme on voulait, et d'autant plus en plein air et en collectif. Et là, le fait de se retrouver vraiment dans un environnement agréable, en extérieur, en pleine nature, accompagné aussi pour corriger les postures, et puis partager un bon moment, vraiment ça change tout et ça fait beaucoup de bien. Le sport comme vecteur de bien-être est aussi un véritable enjeu de santé. Dans ce centre, des éducateurs sportifs alertent sur la sédentarité, ennemi numéro 1 pendant cette crise sanitaire. Ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'on a une augmentation significative de la sédentarité, notamment à cause du phénomène de télétravail. Donc les recommandations nous disent de faire des pauses actives de 2 minutes toutes les 90 minutes en temps normal, mais avec la crise sanitaire, les dernières recommandations disent de faire des pauses actives de 2 minutes toutes les 60 minutes. Donc il faut se lever, il faut faire l'exercice, il faut marcher, mais il faut vraiment faire attention et couper ces moments de sédentarité pour éviter les effets néfastes pour la santé. Au-delà de l'aspect physique et dans une période sans précédent, le sport peut aussi empêcher de sombrer moralement. L'activité physique impacte nos hormones, notamment le dopamine et l'endorphine. Et donc ces hormones-là ont un impact bénéfique sur notre état psychologique, donc ça peut évidemment aider pendant ce temps de crise sanitaire. Avant de vous remettre au sport ou de reprendre une activité physique soutenue, il est toujours plus prudent de consulter un professionnel de santé. Ce vendredi, 2 infirmières niçoises se sont envolées pour la Guyane. 2 sœurs qui travaillent toutes les deux dans le même service de réanimation au CHU de Nice. Alors que l'épidémie a fortement reflué en métropole, eh bien la Guyane connaît une nouvelle flambée du nombre de cas de Covid. Claudia Olivier a rencontré les 2 infirmières décidées à prêter main forte juste avant leur embarquement à l'aéroport de Nice. C'est le grand jour pour Isabelle. Ce matin, cette infirmière au service de réanimation du CHU de Nice s'envole pour la Guyane. Un voyage de 15 jours, beaucoup d'enthousiasme, mais un peu d'inquiétude pour la jeune femme. On ne sait pas exactement encore dans quel service on va travailler, on n'a pas encore nos plannings, on était en contact avec la cadre, donc infirmière qu'on va rencontrer dès qu'on va arriver. Mais Isabelle ne part pas seule, elle est rejointe par sa sœur Pauline, elle aussi infirmière dans le même service. Elles partent toutes les deux, prêter main forte aux équipes médicales guyanaises. Pour Pauline, c'est un juste retour des choses. C'est vrai que nous, on a été beaucoup aidés pendant 1 an par des gens qui venaient de l'extérieur et on a trouvé ça normal
On nous a proposé d'y aller à notre tour. Si l'épidémie est en net repli en métropole, la Guyane fait face à une troisième vague. Elle compte aujourd'hui 295 cas pour 100 000 habitants. Les deux sœurs apporteront leur expérience dans la prise en charge des patients Covid. Donc la difficulté dans laquelle est aujourd'hui la Guyane, c'est celle dans laquelle nous avons été, nous, en vague numéro 2 et en vague numéro 3 au CHU de Nice. C'est notre capacité effectivement à ouvrir des lits supplémentaires, mais notre difficulté à les armer en personnel compétent, parce que la réanimation demande de vraies compétences médicales et paramédicales. En Guyane, seuls 8% de la population est complètement vaccinée et les plus de 50 ans seraient davantage réticents à la vaccination, un autre problème majeur auquel la Guyane doit aujourd'hui faire face. Avec la hausse des températures vient forcément l'envie de piquer une tête, mais gare aux noyades, elles sont nombreuses pendant l'été. On a choisi donc de s'arrêter sur une initiative assez originale de l'Association française des pisciniers et piscinistes. Elle appelle à désigner un MAN, un maître anti-noyade. C'est un peu l'équivalent du SAM, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Yentel Criado, Lucas Licata-Caroso. Thomas, tu m'attends avant de rentrer dans l'eau. Une baignade sous surveillance. Les yeux rivés sur son fils, Magali veille à ne jamais laisser Thomas seul lorsqu'il est dans l'eau. Une règle d'or adoptée par toute la famille depuis déjà plusieurs années. Cette maman le sait bien, l'accident est très vite arrivé. C'est très dangereux en fait quand il y a beaucoup de monde à la maison parce qu'en fait on pense que tout le monde surveille les enfants et personne ne les surveille. Donc naturellement on désigne un adulte pour surveiller pendant une demi-heure les enfants et on change à tour de rôle, on surveille les enfants dans la piscine. Un mode de surveillance devenu une habitude pour le jeune garçon. Quand on est plusieurs, quand on se baigne, tous les enfants savent qui est l'adulte désigné pour nous surveiller. Sans le savoir, cette famille a adopté le concept du MAN, le maître anti-noyade. Le principe est simple, il s'agit de désigner un adulte sur place pour surveiller les enfants dans la piscine. Une initiative lancée par l'Association française des pisciniers et piscinistes après ce triste constat. Plus de 90% des noyades chez les jeunes sont dues à un manque de vigilance. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on évolue, on est là, on regarde, mais on ne regarde pas. Le téléphone sonne, on est sur Facebook, et on ne regarde pas. Et il faut entre 15 et 20 secondes pour qu'un enfant se noie. L'association rend le concept ludique grâce notamment à ce bob qui permet d'identifier le MAN. Je suis le MAN. Pour que je puisse te dire, je te le mets sur la tête. Tu vois, je te repasse le relais. Et ça, c'est important. Mais si on surveille, si on fait attention, on sauvera des vies. Chaque année en France, environ 1000 personnes sont victimes de noyades accidentelles. Chez Magali et Thomas, certains membres de la famille ne seront, heureusement, jamais désignés comme le MAN. Après plus de 6 mois de fermeture, le parc de Marineland a rouvert ses portes dans les Alpes-Maritimes. Satisfaction et soulagement pour les salariés du parc. Colère des associations de défense de la cause animale qui manifesteront dimanche. Marie Justo. À peine le rideau levé, ils étaient déjà nombreux. Ce vendredi matin, les premiers visiteurs de Marineland étaient impatients de déambuler dans le parc, fermé depuis 6 mois. On est des habitués des parcs animaliers, des parcs d'attractions, ça fait super longtemps qu'on n'en avait pas fait et du coup ouais, c'était l'occasion vraiment de pouvoir refaire découvrir des choses aux petits garçons. C'est quand même bien pour les enfants, non? Bon, pour les parents aussi, mais bon, surtout pour les enfants. Une fermeture qui semble-t-il n'a pas perturbé les animaux. Les soignants n'ont pas constaté de changement dans leur comportement. Si le parc était fermé aux visiteurs, l'équipe était présente chaque jour pour stimuler les résidents. Nous avons gardé nos habitudes, nous avons pris soin des animaux, nous avons joué avec eux, nous en avons profité également pour faire un petit peu de nettoyage et divers travaux dans le parc. On a fait aussi énormément de séquences de jeux, donc mettre des jouets dans le bassin, cacher ce que nous on appelle des enrichissements sous l'eau et sur la terre ferme pour que les otaries aillent les dénicher et jouer avec ça. Faire des séquences de médical, donc c'est très important pour nous à Marineland d'avancer sur le médical. Le clou du spectacle, cette chorégraphie des dauphins devant les spectateurs ravis. Impressionnant, les explications très claires, un moment parfait pour les enfants. Les soigneurs sont magnifiques avec les dauphins et c'est sublime en tout cas. Un moment que les salariés du parc sont heureux de retrouver. On est des passionnés des animaux, donc on en profite tous les jours. Mais le but en tant que zoo, c'est surtout de sensibiliser, d'éduquer. Donc de revoir des visiteurs qui sont intéressés par notre métier et qui sont contents d'être là,
Juste en fait, on est content aussi. Crise sanitaire oblige, le parc limite pour l'instant son nombre de visiteurs à 65%. Sa direction est confiante. À partir du 1er juillet, il n'y a plus de jauge. Donc on pense à faire des journées entre 6 000 et 10 000 visiteurs. Donc on va faire des belles journées d'été. Un enthousiasme que ne partagent pas les défenseurs de la cause animale qui militent contre la captivité des animaux marins. On dénonce la captivité, des conditions de vie qui sont complètement inadaptées aux besoins physiologiques de ces animaux, à l'intelligence si vive. On sait désormais, d'après des études scientifiques très poussées, que ces animaux souffrent réellement de stress en captivité. Les dauphins et les orques, en l'occurrence, sont des animaux d'une intelligence vraiment supérieure. L'association One Voice projette de créer un sanctuaire. Elle espère un jour y accueillir les orques aujourd'hui en captivité à Marineland. Suite à la réouverture du parc, les militants manifesteront ce dimanche à Antibes. Allez, pour mettre fin à la morosité des derniers mois, les Dog Village à Marseille ont transformé la Grand Place en un vrai lieu de vie et d'animation. Chaque jour, les Marseillais peuvent donc profiter d'une ambiance différente, des concerts, spectacles, cabarets, expositions d'œuvres d'art, mais aussi des activités pour les enfants. Yann Talcriado. L'ambiance est au rendez-vous. Au Dog Village, le concert de ukulélé et la présence des clowns animent la place des Canailles, ce nouveau lieu de vie. Les Marseillais profitent d'une pause déjeuner conviviale. C'est très chouette, c'est très surprenant de voir des clowns comme ça ici. Mais avec le ukulélé, c'est très agréable. Je crois qu'on a tous besoin de sortir, de voir un peu de monde, de rire, de chanter, de manger, de boire. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Là, je suis en formation en ce moment, donc ça fait du bien pendant la pause de venir là. C'est cool. Chaque jour, des animations différentes sont proposées au public, des activités pour les enfants, des concerts et spectacles cabarets, mais aussi des rendez-vous culturels. Toutes les 3 semaines, des artistes locaux viendront exposer leurs œuvres. Des animations culturelles, artistiques, musicales, il y en a vraiment pour tout le monde et l'objectif c'est que tout le monde puisse venir à un moment de la semaine et trouver une animation qui lui correspond. Des animations qui feront vivre les Dog Village jusqu'à la fin de l'année. À l'occasion de la semaine de l'artisanat, nous vous avons emmené aussi à la rencontre d'un souffleur de verre de Biot, un passionné qui perpétue, vous allez le voir, son savoir-faire avec beaucoup de passion et accueille des visiteurs toute l'année. Sébastien Serrano. Ces étapes, il faut être assez efficace parce que la température du verre descend assez facilement. Léo est un artiste, un souffleur de verre. Ici à Biot, il laisse libre cours à son imagination dans un atelier accessible au public. Une fois plongé dans la réalisation d'une œuvre, difficile de décrocher. Ça fascine beaucoup parce que le verre, on peut faire énormément de choses avec, que ce soit à la canne ou sans la canne. On a un savoir-faire et on transmet de génération en génération ou de père en fils ou que ce soit vraiment différent, même que ce soit pas de la famille. Il y a toujours des personnes qui ont envie de transmettre leur travail. Ces créations rejoignent ensuite les œuvres exposées dans la galerie. Un véritable aperçu de la diversité de ce métier qui attire de plus en plus la jeune génération. On a beaucoup de sollicitations de jeunes qui ont envie de faire ça, qui ont envie d'apprendre. D'ailleurs, on en accueille plein tout au long de l'année. Je crois qu'on en accueille entre 10 et 12 jeunes issus du monde du verre, mais aussi issus du monde du design, de l'architecture, de l'art. Si c'est vraiment leur passion, ils vont y arriver, mais voilà, il faut s'accrocher. La crise sanitaire n'a pas vraiment mis en difficulté les souffleurs de verre. Les Français se tournent de plus en plus vers nos commerçants locaux et les métiers de l'artisanat ne sont pas en reste. Ici, on espère que la tendance se confirme. On retourne dans ce sens, dans le fait main, ça revient maintenant, ça revient énormément et je pense que ça va continuer dans ce sens pour que ce soit l'écologie, mais pour d'autres choses, pour l'économie aussi, je pense qu'on va continuer dans ce sens. Le consommer local, c'est le thème de cette semaine nationale de l'artisanat. Avec près de 185 000 entreprises du secteur en PACA, la Chambre des métiers et de l'artisanat se félicite de cet attrait pour le secteur. Les Français ont retrouvé le goût d'aller consommer au pied de leur immeuble, au coin de leur rue, des produits de qualité, des produits authentiques, des produits fabriqués avec amour. Nous accompagnons toutes ces entreprises pour promouvoir ce modèle économique qui intègre non seulement énormément de jeunes avec un apprentissage qui est en augmentation, mais en plus des personnes en voie de réorientation qui intègrent ce modèle économique qui est l'artisanat. Chiffre impressionnant, en un an, le nombre d'entreprises artisanales a bondi de plus de 9%. On pourrait croire que c'est
c'est lié, je dirais, à la crise en particulier. Eh bien non. Depuis 2016, on a plus 36% d'augmentation au niveau de l'artisanat, de nombre d'entreprises artisanales. Donc c'est une véritable force économique. Il y a un avenir pour l'artisanat et pour toutes celles et ceux qui veulent intégrer notre secteur des métiers. Sur la Côte d'Azur, en 2020, l'artisanat représentait 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà ce qu'il fallait retenir dans l'actualité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On se retrouve quant à nous lundi pour le Grand Direct.